Aux agressions contre les LGBT. Mais il n'y a pas d'agression sur les LGBT. Il leur interdit simplement d'aller dans les classes primaires. Mais il a bien raison. Ils ont rien à... Les militants LGBT n'ont rien à faire dans les écoles, excusez-moi. Pour vous, c'est évidemment un sujet tabou. On ne peut pas en parler. Non, c'est pas un sujet tabou, il n'y a pas de tabou. Mais ils n'ont pas à aller faire de la propagande dans les écoles primaires, enfin. Vous êtes mère de famille, moi j'ai des enfants, ça m'aurait énervé qu'ils viennent raconter, de faire de la propagande à mes enfants quand ils avaient 8 ans. Enfin, mais toute la France le comprend, ça. Donc, au collège, on peut. Mais non, mais ils n'ont rien à faire dans l'école. Ils n'ont rien à faire dans l'école. L'école, c'est fait pour apprendre. À lire, à écrire, à compter, etc., etc. J'aimerais parler un peu d'écologie. Juste un mot de la première écologiste qui met maintenant face à face Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. Sandrine Rousseau, c'est la candidate de la radicalité. C'est aussi ce que vous dites, vous. Vous dites, il y a une attente de radicalité. Est-ce que Sandrine Rousseau, c'est la Zemmour des écolos? Ah, j'ai vu, alors là, vous avez vu, il y a eu une flambée de papier en 24 heures me comparant à Sandrine Rousseau. Ça m'amuse beaucoup. Sur le mot radicalité. Oui, oui, j'ai compris. Si on entend par radicalité l'expression de ses opinions vigoureuses, c'est très bien. Vous savez, Mitterrand, vous vous souvenez, François Mitterrand disait qu'il fallait le choc des idées, le choc du débat, etc. Maintenant, il y a une grande différence. C'est que Sandrine Rousseau exprime des idées hyper marginales. Moi, j'exprime des idées qui sont suivies à peu près, si j'en crois tous les sondages, par 70% des Français. Ça fait une petite différence. Je suis, moi, au cœur des volontés du peuple français. Elle est dans une niche par la grâce des sondages. Hyper marginale. Non, je regarde les sondages. Quand on demande aux Français, est-ce qu'on n'est plus en France aujourd'hui? Est-ce que la France est en déclin? Est-ce qu'il suffit d'être né en France pour être français? Vous voyez, est-ce qu'il faut expulser les délinquants étrangers? Je ne vais pas vous occuper toute l'émission, mais on voit bien que dans tous ces thèmes, en gros, il y a entre 70 et 75% des Français qui pensent comme moi. Sandrine Rousseau, quand elle dit, excusez-moi, je préfère une sorcière qui jette des sorts à un homme qui construit une centrale nucléaire, je ne suis pas sûr qu'elle ait 70% des gens derrière elle, que ce retour au Moyen-Âge est original, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très suivi par la population. Mais quand elle parle d'écologie, est-ce qu'elle n'est pas là suivie par les Français? Quand elle parle de réchauffement climatique, comment est-ce qu'on opère la transition vers l'électrique? Tout ça, mais vous avez des propositions là-dessus? Vous l'entendez parler d'écologie, vous? Moi, je l'entends dire que les femmes sont martyrisées, que les racisés, comme elle dit dans son jargon imbitable, sont martyrisés, et que la nature, elle fait des grandes comparaisons. En fait, c'est simplement une idéologue d'extrême gauche. C'est une gauchiste, c'est pas une écologiste. L'écologie, c'est sérieux, ça étudie la science de la nature, c'est une science au départ. Madame Rousseau n'a rien de tel. Madame Rousseau est une militante gauchiste d'extrême gauche qui adopte la culture woke. Ce savoir-là, mais parce que ses collègues eux-mêmes, écologistes, lui dénient ce savoir-là. C'est une militante, comme la plupart d'ailleurs des militants verts, qui sont des militants d'extrême gauche en vérité. Qu'est-ce que vous pensez sur ces thèmes-là? Le réchauffement climatique, ça existe? Il faut prendre des mesures? Brider notre économie? L'orienter? Écoutez, je pense que ça existe sans doute. Je ne suis pas un scientifique, je ne vais pas me prononcer de façon comme ça, ex cathedra. Je n'ai pas les compétences. Je lis, je vois qu'effectivement, on dit qu'il y a de plus en plus d'émissions de CO2. Après tout, ça me paraît logique, puisqu'on a industrialisé, on a creusé, on a utilisé des énergies fossiles, enfin bon, tout ce qu'on sait. Maintenant, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que... C'est un peu flou pour l'instant. Pourquoi c'est flou? Vous nous proposez là? Non, j'ai rien proposé. Oui, j'ai bien vu. Vous me demandez si j'y crois. Oui. Je vous dis, voilà. Deuxièmement, nous avons déjà l'énergie électrique la plus décarbonée du monde grâce au nucléaire. Et donc, je pense qu'il faut déjà continuer là-dessus. Il faut construire plusieurs centrales nucléaires pour retrouver d'ailleurs un savoir-faire que nous sommes en train de perdre. Il faut arrêter Ouvrir Fessenheim. Mais c'était une grave erreur de fermer Fessenheim. Une grave erreur. En plus, franchement, Emmanuel Macron allait appliquer une décision de François Hollande que François Hollande avait pris par combination politicienne pour faire plaisir aux Verts. Vous voyez, on les retrouve. Donc évidemment qu'il fallait pas fermer Fessenheim, évidemment qu'il faut en construire d'autres, et évidemment que le nucléaire est la base de notre économie décarbonée. Et ne pas mettre des éoliennes partout, qui sont affreuses, qui sont en plus une énergie intermittente, qui n'est absolument pas efficace contre le réchauffement climatique, beaucoup moins que le nucléaire. On oublie les énergies renouvelables complètement? Ou c'est une vraie les énergies renouvelables, c'est bien pour les pays qui n'ont pas de nucléaire. Donc nous, on n'a pas, bien sûr, on n'a pas besoin. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Je pense que ces énergies renouvelables, l'éolien et le solaire, en plus, on achète
à l'étranger, c'est même plus des technologies françaises, contrairement au nucléaire, c'est un moyen pour des petits malins de se faire d'une fortune rapidement, à coup de subventions. Je ne vois pas un autre avantage. Le pouvoir d'achat, la vie chère, c'est au cœur des préoccupations des Français. Les prix augmentent. Vous proposez de réindustrialiser, de relocaliser. Ça passera forcément par une hausse des prix à la consommation, vous le savez. Comment est-ce que vous faites? Vous avez raison, c'est un vrai problème. C'est qu'effectivement, on a tellement désindustrialisé, on s'est tellement drogué aux produits importés, pas chers, chinois, de mauvaise qualité souvent, que ça va être très difficile de dire aux gens, quand j'étais ici à CNews, je le disais souvent, Christine Kelly me taquinait là-dessus, je disais il faut essayer d'apprendre à consommer de meilleurs produits, etc. C'est très facile pour moi qui ai les moyens, j'en suis tout à fait conscient. Mais si vous voulez, effectivement, il y a un vrai problème. Il ne faut pas oublier que si on réindustrialise, si on relocalise, ce qui ne sera pas facile, hein, surtout dans le cadre européen actuel qui fait de la concurrence le dieu absolu, on pourra avoir aussi de meilleurs salaires. Il faut prendre le problème à l'endroit. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le SMIC suisse est à 4 000 € et le SMIC français à 1 200 €. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, il y a des choses à faire. C'est les salaires qui ne sont pas assez élevés et c'est donc la production, la productivité française qui n'est pas assez élevée. On est en déficit commercial depuis 20 ans. On a un déficit de la balance des paiements de 40 milliards. C'est énorme. C'est-à-dire que petit à petit, c'est la France qui est achetée par l'étranger. Donc, je pense qu'il faut prendre, la machine par ce bout-là. Donc on augmente les salaires de combien? Mais non, mais d'abord on produit. On n'augmente pas les salaires comme ça. J'ai vu que Mme Hidalgo dépassait même les demandes des syndicats de profs. Donc c'est bien, pour la démagogie, c'est la reine. Marine Le Pen aussi propose une hausse des bas salaires. Eh ben, non, mais c'est facile, c'est bien de provoquer. Vous la promettez pas? Mais non, moi je promets pas, je promets rien du tout. Je promets simplement qu'il faut s'atteler à réindustrialiser le pays. Parce que c'est par l'industrie qu'on rééquilibrera nos comptes commerciaux, et que les gens qui travaillent dans l'industrie ont une meilleure promotion sociale que les gens dans les services à bas de gamme, etc. Et en plus, qui sont beaucoup utilisés par les immigrés, etc. Donc je pense qu'il faut reconstituer notre système économique. La France s'est jetée dans les bras de la consommation et de l'importation et de la dette. Et on a abandonné la voie de la production. Est-ce que, au fond, votre public, ce n'est pas cette classe moyenne qui a été victime de la mondialisation, de la désindustrialisation, qui voit qu'il y a effectivement de moins en moins de services publics et qui voit évidemment... Et qui voit ses impôts de plus en plus augmenter. Donc c'est eux, et en plus, ces filles sont agressées par des migrants. Oui, ça fait beaucoup. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Ces Français-là comprennent ce que je dis. Ils comprennent ce que vous dites. En tant que polémiste ou en tant que candidat? On voit bien que vous faites des meetings. On va peut-être avoir un petit extrait de ce qui s'est passé à Nice et à Toulon. Ce sont des meetings de candidats en pré-campagne, sous couvert de signature de ce livre. La France n'a pas dit son dernier mot. En fait, vous attendez. C'est une tactique de ne pas vous déclarer candidat. C'est la dissimulation, c'est la taquilla Zemmour. C'est drôle. Non, simplement, j'observe la situation. J'observe, j'analyse, je regarde. Vous savez, pour mes livres précédents, j'ai toujours fait des conférences ainsi. Il y avait toujours beaucoup de monde. Mais là où vous avez raison, c'est que l'ambiance dans le public est différente. Les attentes des gens sont différentes. Ils ne créent pas la même chose. Avec mais je suis d'accord. C'est ton tour. C'est pas moi qui leur ai dit de crier ça. Ça vous monte pas à la tête d'ailleurs? Vous verriez. Est-ce que votre brise s'en prend pas un coup? Sérieusement? Il faut se méfier. Non, vous avez raison. Il faut s'en méfier. Il faut rester froid et laisser la tête claire. Vous avez raison. En plus, avec toutes les attaques, les insultes que je prends, donc il faut... Non, mais vous avez raison. Il faut faire attention à ça. Maintenant, c'est un risque pour vous? C'est un risque pour tout le monde. Donc, maintenant, si vous voulez... vous savez, j'ai signé l'autre soir à Nice pendant 3 heures mes livres. Et vous auriez aimé, vous auriez dû... être là et vous auriez entendu ce que disent les gens, le désespoir de ces gens, le désespoir de ces gens de toute classe sociale, de tous âges, des gens âgés, des gens jeunes. Vous savez, ils disent tous, la France va mourir, la France est foutue, ne nous abandonnez pas, sauvez-nous. Et vous savez, c'est très touchant et poignant, ces gens-là qui sont désespérés. On dit toujours, et nos élites se moquent du pessimisme des Français. Et on nous dit toujours, c'est vraiment n'importe quoi ces Français, ils sont plus pessimistes que les Irakiens, pourtant ils ont tout pour être heureux. Oui, ils ont tout pour être heureux dans leur vie privée. Mais ils voient que leur pays, non seulement est en déclin, mais risque de mourir et d'être remplacé par une autre civilisation. Et cette angoisse
tous mes interlocuteurs me la transmettent. Juste pour revenir à ce qui se passe autour de vous, il ne faut pas confondre le fait de vendre des livres et le fait de représenter quelque chose dans l'opinion publique. D'autres que vous ont vendu beaucoup de livres et n'ont pas été choisis. Je pense notamment à la primaire de la droite. Mais vous avez raison, ce n'est pas la même chose. Ça ne va pas forcément se traduire en intention de vote. Mais vous avez raison, ça ne forcera ça, c'est pas forcé. On va voir les études les sondages. On voit bien, vous avez vu les sondages, vous êtes... Il y en a un dernier qui vous donne à 11%, Marine Le Pen 18%, Macron 23%. Voilà. Donc, ça vous satisfait ? Non, ça veut dire qu'il y a une dynamique. J'ai commencé à 3 et 5. À l'époque, les gens du Front National me comparaient à Madame Taubira. Je ne sais pas, maintenant, ils vont me comparer à Jean-Pierre Chevènement. C'est plus flatteur. Vous en êtes où, alors justement, du recueil des signatures? Parce qu'il y a une association qui s'appelle les Amis d'Éric Zemmour, qui est un parti politique d'ailleurs, qui a recueilli déjà une centaine de signatures, qui fait des levées de fonds. Quels sont vos liens avec cette association? Si vous voulez, il y a des gens qui, depuis des mois, me poussent à être candidat. Ils pensent que je suis la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et ils veulent absolument me donner le plus de chances d'y aller dans de bonnes conditions si je décide d'y aller. C'est absolument magnifique ce qu'ils font. Leur enthousiasme me fait chaud au cœur. Simplement, c'est pas moi qui les ai commandités. Maintenant, vous les empêchez pas non plus? Non, je les empêche pas non plus. Mais il n'y a pas eu de papier d'avocat que... Non, je les empêche pas non plus, vous avez raison. Mais parce que je n'ai pas dit que je ne serais pas candidat, je n'ai pas refusé. Je dis, j'observe, j'analyse, je prendrai ma décision au temps idéal pour moi. Pardonnez-moi, c'est moi qui ai le droit de choisir mon moment. Bien sûr. Bon. Vous vous comparez au maître des horloges, peut-être? Non, je suis maître de rien du tout. J'essaye simplement de régler mon pas comme je l'entends et de ne pas me faire instrumentaliser par les uns et les autres. Le mois de novembre, c'est un bon mois. C'est là que François Mitterrand en 80, Chirac en 94. Oui, c'est vrai, c'est le mois classique des déclarations de candidature, Sarkozy aussi je crois. Maintenant, il y a une petite différence avec moi, c'est qu'eux, ils avaient une machine partisane. Maintenant, vous avez vu, vous le dites vous-même, il y a des gens qui s'organisent formidablement et qui vont finir par faire rougir les partis concurrents, surtout dans l'état impitoyable dans lequel ils sont. 82 000 adhérents pour les LR, effectivement, ça vous donne de l'espoir? Je pense que je ne vais pas loin de les rattraper uniquement en jeunes militants, si j'ose dire. La candidature du troisième homme, c'est un peu ce que vous êtes en train de tenter. Ça ressemble à la candidature de Coluche à l'époque ou c'est autre chose? Alors je vois ça aussi, il y a beaucoup de papiers sur le thème, c'est un clown, etc. C'est la revanche des clowns. Moi, vous savez, j'ai l'impression d'avoir fait, vous me connaissez depuis longtemps, on se connaît depuis longtemps, j'ai l'impression d'avoir fait de la politique depuis toujours. Mes livres sont très politiques, même mes romans, mais j'ai toujours défendu des idées, des convictions. La différence, c'est que maintenant, je me dis, est-ce que cela suffit? C'est ça la différence que j'explique dans le livre. Vous savez, je raconte quand mon fils m'a dit « Bon, maintenant, tu as fait le diagnostic, tout le monde le reprend, il faut agir. » Maintenant, qui est un clown? Moi, je veux bien qu'on me traite de clown, après tout, j'ai l'habitude d'être insulté, mais moi, je trouve que les clowns, ce sont des gens qui, depuis 40 ans, ont provoqué toutes les catastrophes possibles, qui ne nous ont pas protégés contre l'invasion migratoire, qui ne nous ont pas protégés contre la désindustrialisation. Ceux qui nous dirigent depuis 30 ans. Quoi. Exactement, ce sont eux les clowns. Alors, ils se parent des atours de la pseudo-compétence économique, mais en vérité, ils ne comprennent pas que leur temps de technocrates triomphant est révolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le temps de l'après-guerre pacifique et qui ne s'occupe que de la répartition sociale. Nous sommes devenus de nouveau dans le temps de l'histoire tragique. Vous savez, il y a une très belle phrase de René Girard qui dit tout de notre époque. Dans son dernier livre, l'Apocalypse, vous savez, le grand intellectuel, inventeur du désir mimétique, etc., qui disait « Il nous faut entrer dans une conception du temps où nous serons plus proches de Charles Martel et des croisades que de la Révolution française et des conséquences de l'industrialisation au Second Empire. » Tout est dit. Depuis 2 siècles, nous avons